À Saint-Raphaël, dans le Var, Christiane, Martine et Josie s'entraînent au golf 3 fois par semaine. Un plaisir au goût amer aujourd'hui, puisqu'il manque une personne à l'appel, leur meilleure amie Bernadette, à qui elles aimaient donner un surnom, Ber. Allez, pour Ber. Allez. Oui. Merci pour la balle. Elle était admirée et admirable. Voilà. Et bon, elle est irremplaçable, hein, Bernadette. Le 14 juillet, on était tous ensemble. Et puis, c'est la dernière fois qu'on l'a vue. Voilà. Et elle nous manque beaucoup. Bernadette Benaïm a été assassinée le 28 juillet dernier, à son domicile, aux Issambres, une commune du sud de la France, à 13 km de Fréjus. Son corps est retrouvé sur cette terrasse, près de la piscine. Cette riche veuve de 67 ans venait d'emménager dans cette vaste propriété. Elle a été découverte, gisant dans une mare de sang. Le 28 juillet dernier, cet homme, un voisin et ami de Bernadette, est un des premiers arrivés sur les lieux du crime. Ça a été une catastrophe. Pour nous, c'est une grande perte. Un cauchemar. Bernadette a succombé à plusieurs coups de couteau. D'après les premières constatations des gendarmes, rien n'a été fouillé ni volé dans la maison. Les enquêteurs écartent rapidement la piste d'un cambriolage qui aurait mal tourné et concentrent leurs investigations sur les proches de la victime. À ce moment-là, l'ami de Bernadette soupçonne immédiatement un homme, comme il l'a raconté aux enquêteurs. Je le connaissais, il venait ici travailler. Qu'est-ce qu'il faisait exactement? Toutes les bricoles, dans le jardin, à l'intérieur. Un homme à tout faire, quoi, si vous voulez. Il avait un comportement bizarre déjà au départ. Souvent, il lui parlait d'une manière qui me déplaisait fortement. Il l'envoyait balader, manque de respect total. C'était pas des mots gentils en tout cas. L'homme à tout faire de Bernadette Benaïm s'appelle Hervé. C'est un père de famille de 44 ans. Il possède une petite entreprise de maçonnerie. Il travaille pour Bernadette et son mari Paul depuis plusieurs années. Hervé est très apprécié du couple. Mais en septembre 2013, lorsque l'époux de Bernadette décède, il se met à venir presque tous les jours à la propriété et se rend indispensable. Il convainc même la veuve d'embaucher son épouse comme femme de ménage. Une aubaine pour ce couple qui semble avoir de gros problèmes financiers. Comme nous l'indique cette femme. Elle louait sa maison à Hervé et à sa famille. Et là, cette maison, cette campagne. Une modeste maison que le couple avait, selon elle, du mal à payer. Il a arrêté les loyers. Au début qu'il était là, ça marchait normalement. Il venait nous le porter normalement. Et après, depuis plus d'1 an, il a arrêté et terminé. Il est malhonnête, hein, parce que s'il était sérieux, il réglerait ses loyers. Hein. Bernadette n'est pas insensible à la situation précaire du couple qui a du mal à joindre les deux bouts avec ses 4 enfants. Elle se serait même montrée très généreuse. Ce qui intrigue les amis de Bernadette. Quand elle allait au restaurant, elle payait tout le temps. C'était toujours à elle, oui. Et même le couple Elle payait surtout au couple, voilà. Ça, c'est sûr. Ça vous choquait ou pas, ça? Oui. Oui, parce qu'on n'est pas habitué à faire ce genre de choses. C'était chacune son tour. Une fois c'est toi qui payes, une fois c'est moi, une fois c'est toi. Mais quand ce couple était là, elle payait toujours pour eux. Donc je trouvais ça, moi, je trouvais exagéré. Tu peux très bien faire plaisir à quelqu'un, mais pas à chaque fois faire plaisir à ces mêmes personnes. Vous pensez qu'ils en ont abusé? Oui, beaucoup, oui. Bernadette entretenait-elle ce couple? Quelle relation avait-elle réellement avec Hervé?
Quelques mois avant le drame, l'employeur et l'employé étaient devenus des amants. À l'époque, cette liaison secrète n'échappe pas à l'entourage de la veuve. On savait des choses, hein, bien sûr. Oui, On va pas le dire. Pas pour ça qu'on le... Moi, je pense que le grand amour de sa vie, c'était son mari. C'était Paul. Oui, et c'était après, Paul. de temps en temps, elle pouvait peut-être un peu Voilà, avoir des extras. faire des extras, mais bon, pourquoi pas. Enfin, ça, puis ça dérangeait personne, puisque son mari était persuadé que jamais ça lui arrivait, quoi. Hein, c'est vrai. Heureusement. Comme dans de nombreuses histoires d'adultère, la femme d'Hervé aurait découvert qu'elle était trompée en consultant le portable de son mari. Elle tombe sur des échanges torrides que s'envoyaient les deux amants. Hervé doit mettre un terme à sa relation avec Bernadette. La famille est déchirée et surtout l'aînée, Roxane, âgée de 23 ans. Elle en veut énormément à son père et aurait confié sa haine à ses meilleurs amis. Oui, moi, elle me l'a dit. Dès qu'elle a su, elle m'a appelé, elle me l'a dit. Et elle était comment, là, à ce moment-là? Elle était triste pour sa mère. Elle avait la haine contre son père. Sa mère l'avait remarqué. Du parfum chez le coiffeur, machin, patin couffin. Je levais tôt pour lui jeter les petits croissants. C'est ça. Roxane le savait, elle avait une rage contre son père. Une rage contre son père. Roxane aurait voulu venger sa mère. Un mois avant le meurtre, elle se serait vantée auprès d'une amie d'avoir vandalisé les 2 voitures de Bernadette. Elle nous a dit que je rayais sa voiture, je me suis amusée à faire un solitaire dessus. Oui, un solitaire, je crois que ça s'appelle. Avec les croix et les ronds dessus et crever les pneus. Mais moi, sur le coup, je ne l'ai pas cru, comme elle racontait souvent des bêtises. Mais Roxane serait allée encore plus loin dans ses confidences. Elle disait sans cesse qu'elle allait la tuer, mais je ne pensais pas que c'était possible d'en arriver à ce point-là. Pour des histoires qui ne la regardaient pas vraiment, ça la regardait, mais elle n'avait pas à s'en mêler. Quelques semaines plus tard, le corps sans vie de la veuve est retrouvé à son domicile d'Hézy-Sambre. Sur la scène de crime, les gendarmes retrouvent 2 ADN distincts. Après analyse, un ADN désigne Hervé, l'homme à tout faire, et l'autre trace biologique appartiendrait à Roxane, sa fille. La liaison secrète entre Hervé et Bernadette, les menaces de Roxane et des écoutes téléphoniques accablantes, les enquêteurs n'ont plus de doute sur l'implication de la famille. Mardi 21 janvier 2015, 8 h du matin à Roquebrune-sur-Argent. Après 6 mois d'enquête, les gendarmes de la section de recherche de Marseille et de Fréjus investissent la maison d'Hervé et sa famille. Ils viennent d'arrêter le couple et 2 de leurs filles, dont Roxane. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime aurait été tuée à l'aide d'un couteau de 25 cm. Ils perquisitionnent les lieux, mais l'arme du crime reste introuvable. La famille est placée en garde à vue à Fréjus. Au bout de 20 heures d'interrogatoire, la sœur cadette craque. Elle désigne son père et sa sœur Roxane comme les meurtriers de Bernadette. Elle raconte cette fameuse nuit du 28 juillet 2014. Dans la nuit, vers 2 h du matin, Hervé et Roxane seraient partis en scooter, direction les Hézy-Sambre. Arrivés à la propriété, ils auraient allumé des feux avec des morceaux de sopalin pour faire croire à un incendie. Bernadette serait sortie sur sa terrasse, les aurait surpris. C'est alors qu'Hervé l'aurait poignardée dans le dos. La cadette raconte qu'ensuite, Roxane aurait porté les derniers coups au niveau de la nuque. Le père confirme ce scénario aux gendarmes, mais nie l'implication de sa fille dans le meurtre. Qui dit vrai? Quel rôle aurait joué Roxane? Le juge d'instruction décide de mettre en examen la jeune femme et son père pour assassinat.
les deux sont placés en détention provisoire. Un choc pour les amis de Roxane, qui ne veulent pas croire que la jeune femme ait pu commettre un tel acte. Pour moi, personnellement, elle est manipulée. Comme elle a été manipulée toute son enfance, toute sa vie, elle a été manipulée par son père, parce que c'est la famille, que pour elle, c'est ouais, bah, j'aime ma famille, alors il faut que je la défende, voilà, tout simplement. Donc j'espère juste qu'elle n'est pas en train de se mettre dans des trucs comme ça juste pour défendre son père ou sa mère. La vengeance familiale ne serait pas le seul mobile. Bernadette avait cessé d'être généreuse avec le couple depuis sa rupture avec Hervé. Les gendarmes se demandent si la famille n'aurait pas décidé de supprimer la veuve pour mettre la main sur son argent. Maître Gestas, l'avocate d'Hervé, réfute le mobile financier. On dit beaucoup de choses et en plus on tire des conséquences de ce que l'on vous rapporte. C'est-à-dire, il ne payait pas son loyer, donc peut-être qu'éventuellement il l'aurait tué pour lui dérober de l'argent, mais c'est juste en plus. Je pense que déjà, on va beaucoup trop loin et trop vite en besogne, et qu'en plus, ce serait absolument pas cohérent. Et je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui porte la méchanceté en lui. Je pense qu'il y a certaines choses... Mais il y a l'ADN quand même qui parle dans cette affaire. Il reste peut-être 18 mois d'enquête minimum. On verra qui a fait quoi et comment. La femme d'Hervé, pour sa part, est inculpée pour complicité d'assassinat, mais laissée libre. Le juge d'instruction lui reproche d'avoir poussé son mari et sa fille au crime. À sa sortie de garde à vue, elle accepte de nous rencontrer. Elle est effondrée et très choquée. Son avocat tente de la rassurer. Il faut que la vérité et la lumière soient faites sur cette affaire. Et c'est très dur ce que vous vivez aujourd'hui et c'est très dur de tenir le coup. Il faut s'accrocher. Oui. Est-ce que vous étiez au courant qu'ils allaient faire ça ou Il y a quand même quelque chose, c'est que y aller le faire, il ne faut pas assimiler les deux, moi. Sur le coup, je me suis dit non. Voilà. Donc, non. En plus, voilà, je me dis, mon mari n'a jamais levé la main sur quoi que ce soit. Ma fille, elle braille beaucoup, mais franchement, vous la voyez, quoi, c'est pas possible. On était une famille, même maîtresse de mon mari nous appelait la famille Ingalls. On était quand même câlin, fusionnel, partage énormément de choses, même trop même avec les enfants, trop avec tout. Là, on était vraiment mais à la noyau dur. L'instruction est toujours en cours pour définir le rôle de chacun. S'ils sont renvoyés devant une cour d'assises, Hervé et sa fille risquent la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat de Bernadette Benaïm.